pourri en prison, maman, pendant que nous dépensons chaque dollar de ta fortune. La voix de mon fils Ethan a résonné dans la salle d'audience alors que l'officier me passait les menottes au poignet. Le métal était froid, si froid qu'il me semblait brûler la peau. Mais rien n'était comparable à la douleur brûlante dans ma poitrine en voyant mon propre enfant rire de moi, célébrant ma condamnation comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Brittany était collée à son bras, arborant ce sourire victorieux qu'elle avait perfectionné au cours des derniers mois. Elle s'est penchée près de lui et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Ethan a éclaté de rire à nouveau, plus fort cette fois, s'assurant que je pouvais l'entendre de là où je me tenais, enchaîné comme une criminelle de droit commun. Le juge a frappé son marteau, exigeant l'ordre, mais cela n'avait plus d'importance. La sentence avait été prononcée, 3 ans dans une prison fédérale pour fraude financière et détournement de fonds. Des crimes que je n'ai jamais commis, des crimes qu'ils avaient fabriqués avec de faux documents, des témoignages achetés et une performance si convaincante que même le juge l'avait avalé en entier. Ethan et Brittany se sont levés. Il a passé son bras sur ses épaules, et ensemble, ils se sont dirigés vers les portes de la salle d'audience avec l'arrogance de ceux qui viennent de gagner une guerre. Brittany s'est retournée une dernière fois pour me regarder, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a glacé le sang. Ce n'était pas seulement de la satisfaction. C'était du mépris pur. Pour elle, je n'étais rien de plus qu'un obstacle qui avait enfin été retiré du chemin. Ils sont sortis pour célébrer leur succès. Je les ai regardés passer les doubles portes, main dans la main, riant. Ils planifiaient probablement déjà comment dépenser mon argent. Un dîner chic dans un steakhouse, du champagne, peut-être un voyage dans les Hamptons. Ma fortune, bâtie sur des décennies de travail acharné et de sacrifice, était maintenant entre les mains de 2 personnes qui n'avaient pas travaillé un seul jour honnête de leur vie. Le shérif adjoint m'a tiré le bras, me forçant à me lever. Mes genoux ont protesté. À 70 ans, chaque mouvement brusque est une torture. Mais je me suis forcé à garder mon sang-froid. Je ne leur donnerai pas le plaisir de me voir m'effondrer. Pas ici. Pas devant tous ces étrangers qui m'avaient déjà jugé sans connaître la vérité. Alors qu'on me traînait vers la sortie latérale du palais de justice, j'ai entendu les murmures de la foule. Certains me regardaient avec pitié, d'autres avec dégoût. Une femme plus âgée, qui avait été une amie de mon défunt mari, a détourné le regard lorsque nos yeux se sont croisés. La honte était presque plus lourde que les menottes. Le couloir menant à la zone de traitement sentait le désinfectant bon marché et le désespoir. Mes chaussures grinçaient sur le sol en linoléum usé alors que l'officier me guidait silencieusement. D'autres condamnés passaient dans la direction opposée, certains pleurant, d'autres avec des regards perdus, tous partageant la même expression de défaite absolue. Mais je n'étais pas vaincu. Pas encore. Nous avons atteint une petite salle d'attente sans fenêtre avec des murs couleur crème écaillés et des chaises en plastique boulonnées au sol. Un officier correctionnel plus âgé était assis derrière un bureau en métal, examinant des papiers avec la lenteur de quelqu'un qui a fait la même chose pendant des décennies. Il a levé les yeux quand nous sommes entrés. Officier Frank Miller lisait le badge sur sa poitrine. Son visage était buriné, plein de rides profondes qui parlaient d'une vie difficile. Ses yeux étaient fatigués, mais pas cruels. Il y avait une douceur en eux qui contrastait avec l'environnement. Son uniforme était impeccable, soigneusement repassé, comme si cette petite manifestation de dignité était la seule chose qui le maintenait sain d'esprit dans cet endroit. L'officier d'escorte a échangé quelques mots avec Frank, lui a remis un dossier avec mes documents, puis est parti. La porte s'est fermée avec un bruit final qui a résonné dans mes oreilles. J'étais laissé seul avec le vieil officier correctionnel. Frank a ouvert le dossier et a commencé à examiner les papiers en silence. Je me suis assise sur l'une des chaises en plastique, sentant chacun de mes 70 ans dans mes articulations. Les menottes étaient toujours à mes poignets. Le métal était maintenant chaud au contact de ma peau. J'ai baissé les yeux, essayant de digérer tout ce qui venait de se passer. Mon propre fils m'avait envoyé en prison. Mon propre fils, le bébé que j'avais porté dans mes bras des nuits entières quand il avait des coliques. L'enfant que j'avais élevé seul après la mort de son père d'une crise cardiaque alors qu'Ethan n'avait que 12 ans. L'homme en qui j'avais eu une confiance aveugle parce qu'il était mon sang, ma seule famille. Et maintenant, lui et sa femme étaient dehors à célébrer, sûrs d'avoir gagné, sûrs que j'étais fini. Une vieille femme sans défense qui passerait les dernières années de sa vie enfermée derrière des barreaux pendant qu'il profitait de chaque dollar que j'avais économisé. Mais il ne savait pas une chose, quelque chose de crucial, quelque chose qui allait tout changer. Frank était toujours concentré sur les documents,
fronçant parfois les sourcils, tournant les pages, prenant des notes dans un vieux cahier à spirale. J'ai profité de ce moment de distraction, avec soin, avec la subtilité qui ne vient qu'après des années à être invisible pour les autres. J'ai glissé ma main droite vers la poche intérieure de ma veste en tweed. Je portais cette veste depuis le début du procès. Elle était vieille, d'un gris terne avec des coudes légèrement usés. Rien d'extraordinaire, mais elle avait des poches profondes et discrètes. Et dans l'une de ces poches, pliée en un parfait petit carré, se trouvait le papier que j'avais préparé la veille dans ma cellule temporaire. La note, mon dernier espoir. Mes doigts tremblaient alors que je le sortais lentement, millimètre par millimètre, en m'assurant de ne faire aucun bruit qui attirerait l'attention de Franck. Le papier était chaud de la chaleur de mon corps, légèrement humide de sueur nerveuse. Je le tenais entre mes doigts, sentant son poids insignifiant qui était en même temps monumental. Sur ce morceau de papier arraché d'un cahier bon marché, était écrit un nom, un numéro de téléphone et une promesse qui allait tout changer. Franck a fermé le dossier et s'est adossé à sa chaise, qui a grincé sous son poids. Il a soupiré avec l'épuisement de quelqu'un qui a vu trop de vies ruinées passer sur ce bureau. Il m'a regardé avec quelque chose qui aurait pu être de la compassion, ou peut-être était-ce juste le reflet automatique d'un homme décent pris dans un système indécent. Le transport sera là dans environ 20 minutes, Madame Dawson. Avez-vous besoin d'utiliser les toilettes? De l'eau? Sa voix était gentille. Cela m'a surprise. Je ne m'attendais pas à de la gentillesse un jour comme celui-ci. Pas après tout ce qui s'était passé. De l'eau, s'il vous plaît, ai-je murmuré. Ma voix est sortie brisée. Je n'avais rien bu depuis des heures. Franck a hoché la tête et s'est levé lentement de sa chaise. Ses genoux ont craqué en le faisant, un son que je reconnaissais car mes propres articulations faisaient la même chose tous les matins. C'était un homme plus âgé, probablement à 1 an ou 2 de la retraite, avec ce poids sur les épaules qui vient de décennies à faire un travail pour lequel personne ne vous remercie et que personne ne veut. Il s'est dirigé vers une petite table dans le coin où se trouvait une carafe d'eau en plastique et des gobelets jetables empilés. Il m'a tourné le dos. C'était mon moment, le seul que j'aurais. Avec un mouvement que j'avais mentalement répété 100 fois, j'ai glissé la note pliée sur son bureau, juste à côté du dossier avec mes documents. Je l'ai positionnée de manière à ce qu'elle ressemble à une partie des papiers officiels, mais assez visible pour qu'il la remarque à son retour. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que Franck pouvait l'entendre de là où il était. Mon pouls martelait dans mes oreilles comme des tambours de guerre. L'officier d'escorte était parti. Ethan et Brittany étaient dehors à célébrer, et Franck me tournait toujours le dos, remplissant un gobelet d'eau qui tremblait légèrement sous le poids de ses propres mains fatiguées. Il est revenu avec le gobelet et me l'a tendu. J'ai pris le gobelet avec mes mains menottées, les chaînes tintant légèrement, reconnaissante d'avoir quelque chose à faire avec elle, quelque chose qui cacherait le tremblement que je ne pouvais pas contrôler. J'ai bu lentement, même si chaque cellule de mon corps criait de tout avaler d'un coup. L'eau était tiède avec ce goût de plastique que les choses bon marché ont, mais c'était la chose la plus délicieuse que j'ai goûtée depuis des jours. Franck s'est rassis, et son regard est immédiatement tombé sur la note. J'ai vu le moment exact où il l'a enregistrée. Ses yeux se sont plissés, confus. Il est resté immobile une seconde, regardant le papier comme s'il était apparu par magie. Puis, avec précaution, comme s'il pouvait exploser, il l'a pris entre ses doigts. J'ai continué à boire de l'eau, faisant semblant de ne rien remarquer, mais le regardant du coin de l'œil. Chaque muscle de mon corps était tendu. Tout dépendait de ce moment, de sa réaction, de sa croyance en moi ou de sa conviction que j'étais une vieille femme désespérée inventant des fantasmes. Franck a déplié lentement la note. Ses mains étaient grandes, rugueuses, avec des cicatrices et des callosités qui parlaient d'une jeunesse passée à travailler avec elle. J'ai lu chaque micro-expression sur son visage alors que ses yeux parcouraient les mots que j'avais écrits d'une main tremblante la nuit précédente. J'ai vu ses sourcils se hausser. J'ai vu sa bouche s'ouvrir légèrement, formant un petit O de surprise. J'ai vu le moment exact où la confusion s'est transformée en choc absolu. La note disait « Mon fils ne sait pas qui est mon nouveau mari. Appelez Robert Sterling à ce numéro. Dites-lui que sa femme a été arrêtée. En échange de cette aide, vous recevrez une maison et une nouvelle vie pour votre famille. » En dessous se trouvait un numéro de téléphone écrit à l'encre noire. Chaque chiffre soigneusement tracé pour être parfaitement lisible. Franck a levé les yeux vers moi. Ses yeux, auparavant fatigués et résignés, étaient maintenant complètement alertes. Il y avait des questions en eux. Des centaines de questions,
Mais surtout, il y avait de l'incrédulité. Robert Sterling, a-t-il murmuré, sa voix tremblant légèrement. Le Robert Sterling. J'ai hoché la tête une fois, lentement, en le regardant dans les yeux sans ciller. J'avais besoin qu'il voie la vérité dans mes yeux, qu'il comprenne que ce n'était pas une blague, que ce n'était pas l'illusion d'une condamnée désespérée cherchant un miracle impossible. Le visage de Frank a visiblement pâli. Il connaissait ce nom. Bien sûr qu'il le connaissait. Tout le monde dans cet état connaissait ce nom. Robert Sterling n'était pas seulement un homme d'affaires prospère. C'était un empire vivant. Construction, immobilier, développement urbain, des investissements qui déplaçaient des millions de dollars chaque jour. Des relations politiques qui allaient jusqu'à Washington DC. Un homme dont le nom de famille ouvrait des portes qui, pour le reste des mortels, restaient fermées et scellées à jamais. Et cet homme, ce titan des affaires qui apparaissait sur les couvertures du magazine Forbes, était mon mari. Frank a de nouveau regardé la note, puis moi, puis de nouveau la note. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il tenait ce petit morceau de papier contenant des informations qui pourraient changer sa vie autant que la mienne. J'ai vu sa gorge bouger alors qu'il déglutissait. J'ai vu ses yeux s'humidifier de quelque chose qui n'était pas exactement des larmes, mais le poids de trop d'espoir brisé au fil de trop d'années. « Madame » a-t-il finalement murmuré, sa voix à peine un murmure. « Si c'est vrai. »« C'est vrai » ai-je interrompu doucement. Chaque mot. Il a plié la note avec soin, presque avec révérence, et l'a mise dans la poche de sa chemise. Puis il est resté assis là, à digérer, à essayer de comprendre comment il était possible que la femme de Robert Sterling soit assise en face de lui, menottée, condamnée à 3 ans de prison par son propre fils. Et je savais que je devais lui dire quelque chose. Pas tout. Il n'y avait pas le temps, mais assez pour qu'il comprenne. Pour qu'il sache qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent ou de vengeance. Il s'agissait de justice. Il s'agissait de la vérité. « Comment êtes-vous arrivé ici ?» a demandé Frank, et il y avait une tristesse sincère dans sa voix. « Comment a-t-il pu ne pas savoir ? Comment a-t-il pu ne pas vous protéger ?» J'ai fermé les yeux un instant, laissant les souvenirs affluer. J'avais rencontré Robert il y a 6 mois, 6 mois qui avaient été les plus heureux de ma vie après des années de solitude absolue. Mon premier mari, le père d'Ethan, était mort il y a 15 ans. Une crise cardiaque soudaine qui m'a laissé veuve à 55 ans avec un fils adulte qui me rendait à peine visite et une maison trop grande remplie de silence. Pendant toutes ces années, je m'étais résigné à la solitude. J'avais accepté que c'était ma vie maintenant. M'occuper de mon jardin, lire des livres, regarder la télévision jusqu'à ce que je m'endorme sur le canapé. De temps en temps, Ethan venait me rendre visite, toujours pressé, toujours avec des excuses sur le travail, sur son emploi du temps chargé. Et puis Brittany est arrivée, et les visites sont devenues encore plus rares. Mais il y a 6 mois, tout a changé. J'étais allé à une exposition d'art en centre-ville. Une amie m'avait invité, insistant sur le fait que je devais sortir davantage, socialiser, vivre un peu. Et là, devant un tableau de tournesol qui me rappelait le jardin de ma mère quand j'étais enfant, je l'ai vu, Robert Sterling. Au début, je ne savais pas qui il était. J'ai juste vu un homme élégant avec des cheveux gris parfaitement coiffés, un costume impeccable, regardant le même tableau avec une expression de mélancolie que je reconnaissais car c'était la même que je ressentais. La mélancolie de quelqu'un qui a perdu quelque chose de précieux et cherche à le retrouver dans les endroits les plus inattendus. Nous avons d'abord parlé du tableau, puis de l'art en général, puis de nos vies. J'ai découvert qu'il était aussi veuf. Sa femme était décédée 3 ans auparavant d'un cancer. Il m'a dit qu'il venait à cette galerie tous les mois parce que c'était là qu'il avait emmené sa femme lors de leur premier rendez-vous. Je lui ai parlé de mon jardin, de la façon dont les fleurs étaient la seule chose qui me maintenait saine d'esprit après tant d'années de solitude. Nous nous sommes revus la semaine suivante, puis encore et encore. Le café s'est transformé en dîner. Les dîners se sont transformés en promenades dans Central Park. Et avant que je ne m'en rende compte, j'étais tombée amoureuse comme une adolescente, sentant des papillons dans le ventre chaque fois que mon téléphone sonnait et que c'était lui. Robert a été complètement honnête avec moi dès le début. Il m'a dit qui il était, ce qu'il faisait, combien d'argent il avait, mais il a demandé quelque chose en retour. Une discrétion absolue. Il a expliqué qu'il y avait des gens qui le détestaient, des concurrents sans scrupules qui n'hésiteraient pas à utiliser n'importe quelle information personnelle contre lui. Il m'a parlé des menaces qu'il avait reçues par le passé, des tentatives d'extorsion,
des situations où les personnes qu'il aimait étaient devenues des cibles simplement pour être proches de lui. Et il m'a demandé de garder notre mariage secret, au moins pour un temps, jusqu'à ce qu'il puisse s'assurer que je serai protégé, jusqu'à ce qu'il puisse organiser la sécurité nécessaire, jusqu'à ce que tout soit en ordre. J'ai accepté sans hésiter car après tant d'années de solitude, après tant de silence, Robert m'avait redonné quelque chose que je croyais perdu à jamais. La capacité de ressentir, de rire, de me réveiller chaque matin avec quelque chose à sourire. Nous nous sommes mariés lors d'une cérémonie privée dans son domaine à l'extérieur de la ville. Juste nous deux, un juge de paix et 2 témoins que Robert connaissait depuis des décennies et en qui il avait une confiance totale. C'était simple, intime, parfait. Nous avons échangé des anneaux simples que nous portions cachés sous nos vêtements. Il m'a embrassé sur le front et m'a promis que bientôt nous pourrions vivre ouvertement, que bientôt nous n'aurions plus à nous cacher. Mais j'ai fait une erreur que je comprenais maintenant avoir été fatale. Je n'ai rien dit à Ethan. Je pensais que ce serait temporaire. Je pensais que dans quelques semaines, peut-être un mois, Robert finirait d'organiser tout, et alors je pourrais le présenter à mon fils. Je pourrais lui dire que sa mère avait retrouvé l'amour, que je n'étais plus seul, que quelqu'un prenait soin de moi et me rendait heureuse. Mais avant que je puisse le faire, tout s'est effondré. Ça a commencé il y a 3 mois. Ethan s'est présenté chez moi sans prévenir, ce qui était inhabituel car il appelait normalement d'abord. Brittany était avec lui, comme toujours, collée à son côté comme une ombre. Ils sont entrés avec une étrange énergie nerveuse. Ethan a regardé autour de lui comme s'il évaluait quelque chose. Brittany a touché les meubles du bout des doigts, faisant des commentaires sur leur vieillesse, sur le fait que je devrais moderniser, rénover, dépenser un peu d'argent pour rendre la maison plus présentable. Ils m'ont posé des questions sur mes finances. Ils voulaient savoir combien j'avais économisé, combien valait la maison, si j'avais des investissements, une assurance, des propriétés supplémentaires. Je leur ai dit que j'allais bien, que j'avais assez pour vivre confortablement, qu'ils ne devaient pas s'inquiéter pour moi. Mais je ne leur ai pas donné de détails. Quelque chose dans la façon dont ils demandaient me mettait mal à l'aise. Il y avait une intensité dans leurs yeux que je n'aimais pas, une anxiété que je ne comprenais pas. Ethan a insisté. Il a dit qu'il avait des problèmes financiers, que son entreprise traversait une période difficile, qu'il avait besoin d'un prêt. Juste temporaire, m'a-t-il assuré. Juste jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Peut-être 50 000 $, peut-être un peu plus. Je lui ai dit que je n'avais pas cette somme immédiatement disponible, ce qui était vrai. La plupart de mon argent était dans des investissements à long terme, des fonds que je ne pouvais pas toucher sans pénalités importantes. Mais j'ai proposé de l'aider avec 10 000 $, tout ce que j'avais sur mon compte courant. Le visage de Brittany a changé. J'ai vu la fureur briller dans ses yeux avant qu'elle ne puisse la cacher. Ethan avait l'air déçu, frustré, mais il a accepté les 10 000 $ et a promis de les rembourser en 3 mois. Il ne l'a jamais fait. Et une semaine plus tard, ils sont revenus. Cette fois avec plus d'urgence. Ils avaient besoin de plus. 20 000 $. C'était une urgence. Une opportunité d'investissement qu'ils ne pouvaient pas manquer. Ils m'ont supplié. Ethan a pris mes mains et m'a regardé avec ses yeux que je connaissais depuis qu'il était bébé. Et moi, que Dieu me pardonne, j'ai de nouveau cédé. J'ai retiré l'argent de l'un de mes fonds, en payant la pénalité, et je le lui ai donné. Cet argent n'est pas revenu non plus. Et puis les visites plus fréquentes ont commencé, toujours pour demander plus. Toujours avec de nouvelles excuses, de nouvelles urgences. Et j'ai commencé à dire non parce que je commençais à comprendre que quelque chose n'allait pas, que ce n'était pas normal, qu'il m'utilisait. C'est là que tout a changé. Ethan est arrivé un jour avec des documents, des contrats, des papiers remplis de termes juridiques que je ne comprenais pas entièrement. Il m'a dit que je devais les signer, que ce n'était qu'une formalité, une réorganisation des actifs familiaux pour me protéger des impôts, des complications juridiques en cas de problème. Je lui ai dit que je voulais d'abord les faire examiner par un avocat. Et c'est là que j'ai vu quelque chose dans les yeux de mon fils que je n'avais jamais vu auparavant. Quelque chose de sombre. Quelque chose de dangereux. Tu ne me fais pas confiance, maman, a-t-il demandé. Et il y avait du venin dans sa voix. Je suis ton fils, ta seule famille. Vas-tu me laisser tomber à cause de ta paranoïa? Brittany est intervenue avec cette voix douce qu'elle utilisait quand elle voulait manipuler. Elle a parlé de la difficulté pour Ethan de grandir sans père, du fait que j'étais tout ce qu'il avait,
du fait qu'il ne voulait que me protéger, s'assurer que mon avenir était en sécurité. Et moi, que Dieu m'aide, j'ai signé. J'ai signé parce qu'il était mon fils. Parce que malgré tout, malgré la distance qui s'était creusée entre nous, malgré le fait que Brittany l'avait changé de manière que je n'aimais pas, il était toujours mon garçon, le bébé que j'avais porté, l'enfant que j'avais élevé seul après la mort de son père. Je ne pouvais pas croire qu'il me ferait du mal, mais j'avais tort. 2 semaines plus tard, j'ai reçu la notification. Une poursuite en justice. Mon propre fils me poursuivait pour fraude, pour détournement de fonds familiaux, pour falsification. Les mêmes documents que j'avais signés par confiance étaient maintenant utilisés comme preuve contre moi. Ethan avait tout manipulé. Il avait modifié les papiers après que je les ai signés. Il avait créé une histoire où j'avais volé de l'argent de compte joint que nous avions soi-disant, où j'avais falsifié sa signature sur des transactions, où j'avais agi comme une criminelle qui profitait de la confiance de son propre fils. J'ai engagé un avocat, le meilleur que je pouvais me permettre avec ce qu'il me restait. Mais Ethan avait été méticuleux. Il avait de faux témoins, des documents bancaires qui semblaient légitimes, des emails que j'aurais soi-disant envoyés, alors que je ne les avais jamais écrits. C'était une conspiration parfaite. Et le pire, c'est que Robert ne savait rien. Il était à l'étranger tout ce temps, gérant des affaires en Europe. Nous parlions au téléphone, mais je ne voulais pas l'inquiéter avec mes problèmes. Je pensais pouvoir le résoudre seul. Je pensais que la vérité éclaterait et que tout irait bien. Quel stupide j'étais. Le procès a été un cauchemar. Mon avocat a fait ce qu'il a pu, mais les preuves contre moi étaient accablantes. Ethan a pleuré à la barre, jouant le fils dévasté trahi par sa propre mère. Brittany a témoigné avec de fausses larmes coulant sur ses joues, parlant de la façon dont j'avais toujours été contrôlante avec l'argent, de la façon dont j'avais menacé de déshériter Ethan s'il ne faisait pas ce que je voulais. Et le jury a tout gobé. Coupable. 3 ans de prison. Robert est revenu au pays la veille de la sentence, mais il était alors trop tard. Je n'ai pas eu le temps de le contacter, de lui expliquer, de lui demander de l'aide. J'ai été rapidement déplacé de la salle d'audience à la salle de traitement, et maintenant j'étais ici, racontant des fragments de ce cauchemar à un officier correctionnel qui tenait dans sa poche le seul espoir qu'il me restait. Mon fils pense qu'il a gagné, ai-je dit à Frank, ma voix plus forte maintenant, plus ferme. Lui et sa femme croient qu'ils vont prendre tout mon argent, ma maison, tout ce que j'ai construit au fil des ans, mais ils ne savent pas que Robert existe. Ils ne savent pas qu'il va découvrir ce qu'ils ont fait. Et quand il le fera. Je n'ai pas terminé la phrase. Je n'en avais pas besoin. Frank a compris. Il a de nouveau sorti la note de sa poche et l'a lue une 3e fois, comme s'il avait besoin de s'assurer que les mots étaient toujours les mêmes. Une maison, a-t-il murmuré. Vous pouvez vraiment me donner une maison. Robert le peut, l'ai-je corrigé. Et il le fera. C'est un homme de parole. Si vous lui dites que j'ai demandé cela, si vous lui expliquez la situation, il vous récompensera. Il a des propriétés dans tout l'État. Des maisons qu'il entretient pour l'investissement. Il peut vous en donner une. Il peut vous donner plus que ça. Il peut changer votre vie. Frank a fermé les yeux. J'ai vu une seule larme couler sur sa joue burinée. Quand il les a rouverts, il avait pris une décision. J'ai une fille, a-t-il dit doucement. Livia, elle a 26 ans, avec 2 jeunes enfants. Mon gendre les a abandonnés l'année dernière, et parti sans laisser de traces. Elle vit avec moi et ma femme dans un 2 pièces que nous pouvons à peine nous permettre. Les enfants dorment dans le salon. Ma femme est malade. Elle a besoin de médicaments chers que notre assurance ne couvre pas entièrement. Je fais des doubles quarts juste pour garder la tête hors de l'eau. Sa voix s'est brisée. Si vous me dites la vérité, s'il y a ne serait-ce qu'une chance que ce soit réel, je ferai cet appel, parce que ma famille a autant besoin d'un miracle que vous. J'ai tenu son regard. Appelez-le. Frank a sorti son téléphone portable du tiroir de son bureau. C'était un vieux modèle avec un écran rayé et une coque usée. Ses mains tremblaient alors qu'il composait le numéro que j'avais écrit sur la note. Je l'ai vu hésiter une seconde, son doigt suspendu au-dessus du bouton d'appel, comme si à ce dernier moment, la réalité de ce qu'il faisait le frappait de plein fouet. Mais ensuite, il a appuyé sur le bouton. Le son de la composition a rempli la petite pièce. 1, 2, 3 sonneries. J'ai retenu mon souffle.
Il y avait 3 jours que je n'avais pas parlé à Robert. 3 jours qui avaient semblé une éternité. Il avait appelé la nuit précédant le procès, mais j'étais si bouleversé, si consumé par la peur que je pouvais à peine tenir une conversation cohérente. Je lui avais dit que tout allait bien, que j'étais juste fatigué, que je l'aimais et que nous parlerions bientôt. J'avais menti. Et maintenant, je payais le prix de ce mensonge. La 4e sonnerie, la 5e. Franck m'a regardé avec inquiétude, comme s'il pensait que personne ne répondrait, que c'était une fantaisie cruelle d'une femme désespérée. Mais ensuite, la ligne s'est connectée. Sterling. La voix de Robert était nette, professionnelle. C'était son ton professionnel, celui qu'il utilisait lorsqu'il était au milieu de réunions importantes ou de négociations délicates. Franck a failli laisser tomber le téléphone. Il s'est éclairci la gorge, essayant de trouver sa voix. Monsieur Sterling, Mon nom est Frank Miller. Je suis officier correctionnel au centre de justice du comté. J'appelle parce que, il a fait une pause, me regardant pour confirmation. J'ai hoché la tête. Parce que votre femme m'a demandé de vous contacter. Le silence à l'autre bout de la ligne était absolu, si complet que pendant un moment, j'ai pensé que l'appel avait été coupé, mais ensuite j'ai entendu la respiration de Robert, de plus en plus rapide, plus intense. Cécilia ? Sa voix avait complètement changé. Il n'était plus l'homme d'affaires froid et calculateur. C'était un homme effrayé. Qu'est-il arrivé à Cécilia ? Monsieur Miller. Elle a été arrêtée, condamnée. Elle est ici avec moi maintenant, en attente de transport vers la prison d'État. Elle m'a donné ce numéro et m'a demandé de vous appeler. Elle dit que vous êtes son mari. Arrêtée ? Le mot est sorti comme un rugissement. Pourquoi diable personne ne m'a-t-il informé ? Quand est-ce arrivé ? Où est-elle maintenant ? Franck m'a passé le téléphone. Mes mains menottées rendaient la prise difficile, mais j'ai réussi. Quand j'ai entendu la voix de Robert, si familière, si aimée, quelque chose en moi s'est brisé. Les larmes que j'avais retenues pendant des jours, des semaines, ont finalement jailli. Robert, ma voix n'était qu'un murmure étranglé. Robert, je suis tellement désolé. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû tout te dire depuis le début. Cécilia, mon amour, qu'est-ce qui se passe ? Parle lentement. Où es-tu ? Qui t'a arrêté ? Pourquoi ? Ethan, ai-je dit, et le nom de mon fils est sorti comme du poison de mes lèvres. Il m'a accusé de fraude, a falsifié des documents, a menti au tribunal. Ils m'ont condamné à 3 ans. Robert, 3 ans. Silence à nouveau, mais cette fois, c'était différent. C'était le calme avant la tempête. Quand Robert a reparlé, sa voix était dangereusement calme, contrôlée, mais je pouvais entendre la fureur bouillir juste sous la surface. Ton fils a fait ça ? Ton propre fils t'a envoyé en prison. Lui et sa femme, Brittany, ils ont tout planifié. Ils voulaient mon argent, ma maison. Ils pensaient que j'étais seul, que personne ne me protégerait. Ils ne savent pas que tu existes, Robert. Ils ne savent rien de nous. Où es-tu exactement en ce moment ? Au centre de justice du comté, salle de traitement. Ils vont me transférer dans moins de 15 minutes. Ils ne te transfèrent nulle part, a dit Robert, et son ton ne laissait aucune place à la discussion. Remets l'officier au téléphone. J'ai rendu le téléphone à Franck. Il l'a pris avec des mains tremblantes et l'a mis à son oreille. Monsieur Sterling. La voix de Robert était si forte que je pouvais l'entendre de là où j'étais assise. Écoutez-moi très attentivement. Ma femme ne montera pas dans ce transport. Elle restera exactement où elle est jusqu'à ce que j'arrive avec mon équipe juridique. Vous m'avez compris, monsieur ? Je n'ai pas l'autorité pour arrêter un transfert programmé. Il y a des protocoles, des procédures. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Miller. Dans moins de 5 minutes, le juge Hamilton Richarditz recevra un appel d'urgence demandant une suspension temporaire de la peine pour irrégularité de procédure. Dans moins de 10 minutes, vous aurez une ordonnance signée arrêtant tout transfert de la prisonnière Cécilia Dawson jusqu'à ce que l'affaire soit réexaminée. Et si quelque chose arrive à ma femme avant que j'arrive, si quelqu'un la déplace d'un seul centimètre de là où elle est maintenant, je m'assurerai personnellement que chaque personne impliquée dans ce désastre perde son emploi et fasse face à des conséquences juridiques. Ai-je été assez clair ? Franck avait complètement pâli. Il a hoché la tête,
même si Robert ne pouvait pas le voir. Oui, monsieur. Parfaitement clair. Bien. Maintenant, remets ma femme au téléphone. Franck m'a rendu le téléphone, presque avec révérence. Robert, ai-je murmuré. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je suis tellement désolé de ne rien t'avoir dit avant, de ne pas t'avoir impliqué depuis le début. Ne t'excuse pas, sa voix s'est adoucie. Rien de tout cela n'est de ta faute. Tu m'entends? Rien de tout cela. Mais j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Je vais régler ça. Je vais te faire sortir de là. Et ton fils, ce scélérat qui ose s'appeler ta famille, va payer pour chaque seconde de souffrance qu'il t'a causée. C'est mon fils, Robert. Malgré tout, c'est toujours mon fils. Il a cessé d'être ton fils au moment où il a décidé de te trahir de cette façon. Robert a fait une pause, et quand il a reparlé, sa voix était chargée d'une sombre promesse. Mais ne t'inquiète pas de ça maintenant. Concentre-toi sur ta sécurité. Ne parle à personne. Ne signe rien. N'accepte rien de ce qu'il t'offre. Mon équipe sera là dans moins d'une heure. Le meilleur avocat pénaliste de l'État, Maurice Flore, est déjà en route. Il s'occupera de tout. Et Franck? Ai-je demandé, en regardant l'officier qui avait rendu cet appel possible. Je t'ai promis que tu l'aiderais. Il a une famille qui a besoin de soutien. L'officier Miller recevra tout ce que vous lui avez promis, et plus encore, a dit Robert. Après que j'aurai fini avec tout ça, lui et sa famille n'auront plus jamais à s'inquiéter de l'argent. Vous avez ma parole. Franck, qui avait écouté, a fermé les yeux, et une expression de soulagement absolu a traversé son visage. C'était comme si un poids de plusieurs décennies venait de lui être enlevé en un seul instant. Je t'aime, ai-je dit à Robert, sentant que les mots étaient insuffisants pour exprimer ce que je ressentais. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Je ne t'abandonnerai jamais, a-t-il répondu. Nous sommes une famille maintenant, Cécilia, et la famille se protège. Reste là. Ne bouge pas. J'arrive. L'appel s'est terminé. J'ai rendu le téléphone à Franck et nous sommes restés assis en silence, digérant ce qui venait de se passer. L'horloge au mur marquait le passage des minutes avec un tic-tac qui semblait insupportablement lent. Chaque seconde était une torture d'anticipation. 7 minutes plus tard, le téléphone sur le bureau de Franck a sonné. Il a répondu immédiatement. Miller, a-t-il dit, puis son visage s'est transformé. Oui, monsieur. Oui, compris. Immédiatement. Il a raccroché et m'a regardé avec un mélange d'étonnement et d'incrédulité. Le juge Richard vient d'émettre une suspension temporaire de votre transfert. Vous devez rester ici jusqu'à ce que votre représentation légale arrive. Il est resté silencieux un moment. Madame Dawson, je ne sais pas qui vous êtes vraiment, mais votre mari vient de déplacer des montagnes en moins de 10 minutes. J'ai souri pour la première fois depuis des jours, des semaines, car enfin, après toute la douleur, toute la trahison, toute l'injustice, quelque chose allait bien. Robert arrivait. Et quand Robert Sterling décidait de réparer quelque chose, rien ni personne ne se mettait en travers de son chemin. Mais pendant que nous attendions, alors que le temps s'écoulait avec une lenteur douloureuse, je ne pouvais m'empêcher de penser à Ethan. Où était-il en ce moment? Probablement dans un restaurant cher, trinquant au champagne, riant avec Brittany de la facilité avec laquelle il m'avait dupé. Il faisait probablement déjà des plans sur la façon de dépenser mon argent, sur ce qu'il fallait acheter en premier, sur la façon de diviser la fortune qu'il pensait leur appartenir. Il n'avait aucune idée de la tempête qui se dirigeait vers eux. Il n'avait aucune idée que l'homme le plus puissant de l'État était sur le point de déchaîner toute sa puissance contre eux. Il n'avait aucune idée qu'ils avaient commis la plus grosse erreur de leur vie en sous-estimant une femme de 70 ans qui avait survécu au veuvage, à la solitude et à la perte, pour retrouver l'amour et épouser un homme qui déplacerait ciel et terre pour protéger ceux qu'il aimait. 40 minutes plus tard, la porte de la salle de traitement s'est ouverte en grand. Un homme est entré comme un ouragan. Il était grand, d'environ 50 ans, dans un costume sombre parfaitement coupé et avec une mallette en cuir qui criait l'argent. Ses cheveux noirs étaient plaqués en arrière. Ses yeux sombres étaient vifs et intelligents, et il marchait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais perdu une affaire de sa vie. Maurice Flore, s'est-il présenté, tendant d'abord la main à moi, puis à Franck. Je suis l'avocat de Madame Dawson, et nous partons d'ici tout de suite. Derrière lui sont entrés 2 assistants portant plus de papiers,
plus de documents, tout ce qui était nécessaire pour commencer à démanteler la farce qu'Ethan avait construite. Et derrière eux, enfin, est entré Robert. Mon Robert. Il ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Une fureur contrôlée qui faisait vibrer l'air autour de lui d'une énergie dangereuse. Il avait 65 ans, mais à ce moment-là, il ressemblait à un guerrier prêt au combat. Nos yeux se sont croisés à travers la pièce. Il a traversé l'espace entre nous en 3 longues enjambées, s'est agenouillé devant moi, sans se soucier que son costume à $1000 touche le sol sale, et a pris mes mains menottées dans les siennes. Mon amour, a-t-il murmuré, et sa voix était brisée. Pardonne-moi de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Tu es là maintenant, ai-je dit, des larmes coulant librement sur mes joues. C'est tout ce qui compte. Robert s'est relevé et s'est tourné vers Maurice. Je veux que ces menottes lui soient enlevées maintenant. Je veux que chaque document soit examiné. Je veux que chaque irrégularité soit exposée. Et je veux le nom de chaque personne impliquée dans cette conspiration contre ma femme. Maurice a souri. C'était le sourire d'un prédateur qui a trouvé sa proie. Nous sommes déjà dessus, monsieur Sterling. Je vous garantis que d'ici demain à 7 heures, votre femme sera libre et que les responsables répondront à des questions très inconfortables. Robert a regardé Frank, qui s'était levé et se tenait à côté de son bureau, observant tout avec une expression de stupéfaction absolue. Monsieur Miller, a dit Robert en se dirigeant vers lui. Ma femme m'a dit que vous avez rendu cet appel possible, que vous avez risqué votre poste pour l'aider. Je veux que vous sachiez que cela ne sera pas oublié. Frank a dégluti. J'ai juste. Elle avait besoin d'aide. C'est tout. Vous avez fait plus qu'aider. Vous lui avez donné de l'espoir quand elle n'en avait plus. Et je paie toujours mes dettes. Robert a sorti son téléphone et a composé un numéro. Enrique, c'est moi. J'ai besoin que tu prépares la maison de Sun Valley Hills. Oui, celle avec 4 chambres et un grand jardin. Ce sera pour la famille Miller. Je veux que l'acte de propriété soit prêt pour demain et assure-toi qu'elle soit entièrement meublée et prête à être emménagée immédiatement. Frank a chancelé. Il a dû s'agripper au bureau pour ne pas tomber. Monsieur Sterling, je ne peux pas. C'est trop. Ce n'est pas assez, l'a interrompu Robert. Mais c'est un début. Les 48 heures suivantes ont été un tourbillon d'activités juridiques que je pouvais à peine suivre. Maurice Fleur travaillait comme une machine, disséquant chaque document de l'affaire, trouvant des irrégularités que mon précédent avocat n'avait même pas pensé à chercher. Il s'est avéré qu'Ethan avait fait des erreurs. Petites, mais suffisantes. Des dates qui ne correspondaient pas. Des signatures légèrement différentes. Des témoignages avec des incohérences que personne n'avait remises en question parce que tout le monde supposait qu'une mère ne serait jamais trahie de cette manière par son propre fils. Robert m'a sorti de cette salle de traitement la même nuit, non pas directement à la maison, cela aurait été impossible avec l'ordonnance judiciaire toujours en vigueur, mais dans une maison de repos dans l'une de ses propriétés pendant que l'appel d'urgence était traité. La maison était un manoir à la périphérie de la ville, entouré de jardins parfaitement entretenus et d'un haut mur qui garantissait une intimité absolue. Il y avait de la sécurité à chaque coin. Des hommes en costume sombre et avec des oreillettes gardaient chaque entrée, chaque sortie. Robert ne prenait aucun risque. Il a expliqué qu'une fois qu'Ethan découvrirait ce qui se passait, il pourrait tout tenter pour l'arrêter, et Robert voulait être préparé à toute éventualité. Cette première nuit dans le manoir, après le départ des avocats et que nous soyons enfin seuls, Robert m'a tenu dans ses bras pendant des heures. Il n'a pas dit grand-chose. Il m'a juste tenu pendant que je pleurais. Des années de douleur refoulée. La douleur d'avoir été trahi par mon propre sang. La douleur d'avoir été si aveugle, si confiante, si stupide. Tu n'es pas stupide, a dit Robert quand j'ai finalement exprimé ses pensées à voix haute. Tu es une mère qui aimait son fils. Il n'y a rien de stupide à cela. Je l'aimais, ai-je murmuré contre sa poitrine. Que Dieu m'aide. Je l'aime toujours et ça me tue. Je sais. Robert m'a légèrement écarté pour pouvoir me regarder dans les yeux. Et c'est pourquoi nous allons faire ça de la bonne manière. Non pas pour la vengeance, bien que Dieu sait qu'elle est méritée, mais pour la justice, pour la vérité, pour que tout le monde sache que tu n'as rien fait de mal. Le lendemain matin, Maurice est arrivé avec des nouvelles. Il avait trouvé quelque chose de gros.
l'un des témoins qui avait témoigné contre moi au procès, un comptable qui avait soi-disant examiné mes finances et trouvé des irrégularités, était prêt à parler, à dire la vérité, parce qu'il s'est avéré qu'Ethan ne lui avait pas payé ce qu'il avait promis. Et maintenant, le comptable était furieux et effrayé d'être entraîné lui aussi lorsque tout s'effondrerait. Son nom était William Perry, un homme nerveux d'une quarantaine d'années, qui avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi depuis des semaines. Maurice l'a amené au manoir cet après-midi-là, accompagné d'un notaire et d'un équipement d'enregistrement. Nous allions documenter chaque mot. William pouvait à peine me regarder dans les yeux alors qu'il s'asseyait dans le salon que Robert avait transformé en un centre d'opérations juridiques de fortune. Il y avait des papiers partout, des ordinateurs portables ouverts, des téléphones qui sonnaient constamment. C'était comme si un cabinet d'avocats entier avait été transplanté dans cette maison. Madame Dawson, a commencé William, sa voix tremblante. Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Vous devez me croire. Quand Ethan m'a engagé, il m'a dit qu'il avait juste besoin de faire examiner quelques documents, d'ajuster quelques chiffres pour une question fiscale. Il m'a payé $5 000 d'avance et m'a promis $20 000 de plus quand tout serait terminé. Et qu'avez-vous fait exactement ? A demandé Maurice, sa voix calme, mais avec une pointe dangereuse. J'ai fabriqué des rapports financiers. J'ai créé des transactions qui n'ont jamais existé. J'ai fait en sorte qu'il semble que Madame Dawson avait déplacé de grosses sommes d'argent de comptes joints avec Ethan vers des comptes personnels. Mais rien de tout cela n'était réel. Tout était fabriqué sur mon ordinateur. Et les retraits que j'aurais soi-disant effectués ? Ai-je demandé, sentant la bile me monter à la gorge. Les $150 000 que le procureur a dit que j'avais volés à mon propre fils ? Ils n'ont jamais existé, a admis William, des larmes coulant maintenant sur son visage. Ethan m'a donné accès à de vieux comptes bancaires qui étaient déjà fermés. J'ai modifié les relevés pour montrer une activité récente. J'ai changé les dates. J'ai inventé des numéros de transaction. N'importe qui avec des connaissances en comptabilité judiciaire aurait détecté la fraude en quelques minutes. Mais votre avocat n'a jamais demandé d'audit indépendant. Parce que je ne pouvais pas me le permettre, ai-je dit amèrement. Ethan s'est assuré de geler mes actifs si vite que j'avais à peine de l'argent pour le défenseur public. Maurice prenait furieusement des notes. Robert, qui avait écouté d'un coin de la pièce, les bras croisés, a finalement parlé. Brittany était-elle impliquée dans cela ? La femme d'Ethan ? William a hoché la tête vigoureusement. C'est elle qui m'a contacté initialement. Ethan ne connaissait même pas mon nom au début. Brittany planifiait cela depuis des mois, peut-être des années. Elle m'a montré des documents. Elle a expliqué exactement ce qu'elle avait besoin que je fasse. C'était son plan depuis le début. Ethan a juste. Il a juste suivi ses ordres. Cela m'a frappé plus durement que prévu. Une partie de moi avait voulu croire que mon fils était aussi une victime ici, que Brittany l'avait manipulé, empoisonné son esprit contre moi. Mais entendre qu'il avait activement participé, qu'il avait suivi ses ordres si volontiers, c'était comme un coup de poignard direct. Pourquoi avouez-vous cela maintenant ? A demandé Robert. Pourquoi risquer ça ? Parce qu'Ethan m'a menacé, a dit William, sa voix se brisant. Après le procès, quand je suis allé chercher le reste de mon paiement, il m'a ri au nez. Il m'a dit que je ne verrais jamais cet argent. Et puis il m'a dit que si je parlais à quelqu'un de ce que j'avais fait, il s'assurerait que je sois le seul à finir en prison, qu'il avait des documents m'impliquant comme le cerveau derrière tout, qu'il n'était qu'une victime innocente que j'avais trompée. Et ces documents existent probablement, a dit Maurice. Ethan est plus intelligent que nous ne le pensions. Il a créé des couches de protection pour lui-même. Mais maintenant, nous avons ceci. Robert a pointé la caméra qui avait enregistré chaque mot. Nous avons sa confession. Nous avons la preuve d'une conspiration criminelle. Et avec cela, nous pouvons commencer à démolir tout ce qu'ils ont construit. La déclaration de William n'était que le début. Au cours des jours suivants, Maurice et son équipe ont travaillé sans relâche pour suivre chaque mouvement qu'Ethan et Brittany avaient fait au cours des 6 derniers mois. Ils ont découvert de nouveaux comptes bancaires ouverts juste après mon arrestation. De gros virements programmés pour être exécutés le jour après mon envoi en prison. Ils avaient même déjà contacté un agent immobilier pour mettre ma maison en vente. Ma maison, l'endroit où j'avais élevé Ethan, où son père était mort, où chaque coin contenait un souvenir de 30 ans de vie de famille, et ils allaient la vendre sans une seconde pensée, sans une once de remords.
Mais ce qui m'a le plus brisé, c'est ce que nous avons découvert une semaine après ma libération temporaire. Il s'est avéré qu'Ethan avait un fils d'un mariage précédent qu'il avait gardé secret. Un garçon de 8 ans nommé Matthew qui vivait avec sa mère dans une autre ville. Et Brittany, dans sa cruauté infinie, avait raconté des mensonges à cet enfant à mon sujet. Elle avait dit à Matthew que sa grand-mère était une criminelle, une voleuse, une mauvaise femme qui avait essayé de voler l'argent de son père, qu'à cause de moi, son père ne pouvait pas leur envoyer autant d'argent qu'avant, que j'étais la raison pour laquelle il ne pouvait pas avoir les choses qu'il voulait. Nous avons découvert cela lorsque la mère de Matthew, une femme nommée Tatiana Reynolds, nous a contactés directement. Elle avait vu les nouvelles car, oui, à ce stade, la presse avait commencé à couvrir l'histoire. La femme de Robert Sterling, injustement emprisonnée par son propre fils, était le genre de scandale qui vendait des journaux. Tatiana est venue nous voir, amenant Matthew avec elle. C'était un beau garçon avec les yeux d'Ethan, mais avec une douceur sur son visage que mon fils avait perdu depuis longtemps. En me voyant, Matthew s'est caché derrière sa mère, effrayé, comme si j'étais un monstre. Je suis tellement désolé, a dit Tatiana, les yeux pleins de larmes. Je ne savais pas que Brittany lui racontait ces choses. Ethan nous rend à peine visite, et quand il le fait, elle est toujours avec lui, contrôlant chaque conversation. Je pensais qu'elle était juste protectrice. Mais maintenant, je comprends qu'elle manipulait tout. Je me suis agenouillé devant Matthew, gardant mes distances pour ne pas l'effrayer davantage. Bonjour, Matthew. Mon nom est Cecilia. Je suis ta grand-mère. Je sais qu'ils t'ont dit de mauvaises choses sur moi, mais rien de tout cela n'est vrai. Je ne ferai jamais de mal à ton père. Je l'aime même maintenant, même après tout. Matthew m'a regardé avec ses grands yeux innocents. Tu n'es pas méchante? Non, mon chéri, je ne le suis pas, alors pourquoi papa dit que tu le es? Je n'avais pas de réponse à cela. Comment expliquer à un enfant de 8 ans que son père est un menteur, que son père a conspiré pour envoyer sa propre mère en prison pour de l'argent? Je ne pouvais pas. Je n'allais pas détruire l'image qu'il avait d'Ethan, peu importe ce que mon fils m'avait fait. Parfois, les adultes font des erreurs, ai-je finalement dit. De grosses erreurs. Et ton père en a fait une très grosse. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. D'accord? Matthew a hoché la tête lentement, toujours incertain mais moins effrayé. Tatiana a posé sa main sur mon épaule, la serrant doucement. Ethan ne m'a jamais dit que vous étiez si gentille, a-t-elle dit. Il ne parlait jamais de vous du tout, en fait. Je comprends pourquoi maintenant. Cette nuit-là, après le départ de Tatiana et Matthew, je me suis assise avec Robert dans le jardin du manoir. Le soleil se couchait, peignant le ciel d'orange et de rose. C'était beau, paisible, en totale contradiction avec la tempête qui grondait en moi. Tu as un petit-fils, a dit Robert doucement. Un petit-fils dont tu ne connaissais même pas l'existence. Ethan me l'a caché pendant des années, ai-je répondu, ressentant une nouvelle vague de trahison. J'ai un petit-fils, et il a décidé que je ne méritais pas de le connaître. Quel genre de personne fait ça? Le genre de personne capable d'envoyer sa mère en prison pour de l'argent. Robert a pris ma main. Mais maintenant tu le connais. Et si Tatiana est d'accord, tu peux faire partie de la vie de Matthew. Tu peux être la grand-mère qu'il mérite. Après que nous aurons fini avec ça, ai-je dit, sentant quelque chose se durcir en moi. Après qu'Ethan et Brittany auront payé pour ce qu'ils ont fait, alors je pourrais penser à être une grand-mère. Robert a souri, mais il n'y avait pas de chaleur dans ce sourire. C'était le sourire d'un homme qui savait que la justice était proche. En parlant de ça, Maurice a des nouvelles. Le procureur a examiné les nouvelles preuves. Ils abandonnent toutes les charges contre vous demain lors d'une audience spéciale, et ils émettent des mandats d'arrêt contre Ethan, Brittany et William pour complot, fraude et parjure. J'ai suffoqué. Demain. Demain, a confirmé Robert. Et il y a plus. Il s'avère qu'Ethan a organisé un événement pour demain soir, une célébration dans un club privé. Il a invité des amis, de la famille, des partenaires commerciaux. Il allait annoncer officiellement qu'il avait hérité de votre fortune, qu'il était prêt à investir dans de nouvelles entreprises. En gros, il allait célébrer sa victoire sur vous devant tout le monde. L'ironie était presque trop parfaite. À quoi penses-tu, ai-je demandé, voyant l'expression calculatrice sur le visage de Robert. Je pense, a-t-il dit lentement, que ce serait dommage qu'il manque sa propre fête de célébration.
L'audience du lendemain a été rapide et d'une efficacité dévastatrice. Le juge Richard, le même qui avait présidé mon procès initial, semblait visiblement mal à l'aise en examinant les nouvelles preuves présentées par Maurice. La confession enregistrée de William Perry, les analyses judiciaires des documents falsifiés, les incohérences dans les témoignages que personne n'avait remis en question car elles semblaient trop élaborées pour être des mensonges. Le procureur, un homme d'âge mûr nommé Henry Flore, le frère cadet de Maurice, s'est levé et a déclaré officiellement que l'État abandonnait toutes les charges contre Cecilia Dawson, qu'il y avait eu une erreur judiciaire monumentale, qu'ils avaient été dupés par une conspiration criminelle méticuleusement planifiée. Madame Dawson, a dit le juge Richard, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai entendu quelque chose qui ressemblait à du respect dans la voix de quelqu'un lié au système judiciaire. Au nom de ce tribunal, je vous présente mes plus sincères excuses. Ce qui vous a été fait est inexcusable, et je vous assure que les responsables feront face à toute la rigueur de la loi. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Des larmes coulaient librement sur mes joues, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de soulagement, de justice, de justification. Après des semaines à être traité comme une criminelle, à être regardé avec mépris, à porter la honte d'une condamnation injuste, quelqu'un en position d'autorité disait enfin les mots que j'avais besoin d'entendre. Je n'étais pas coupable. Le juge a frappé son marteau. Des mandats d'arrêt sont émis pour Ethan Dawson, Brittany Dawson et William Perry pour complot criminel, fraude, falsification et parjure. Les officiers sont autorisés à procéder immédiatement. Robert, assis à côté de moi, m'a serré la main. Maurice a fermé sa mallette avec un clic satisfaisant. Nous avions gagné la première bataille, mais la guerre n'était pas encore terminée, car gagner au tribunal était une chose. Faire en sorte qu'Ethan et Brittany comprennent pleinement ce qu'ils avaient perdu, c'était autre chose. Nous avons quitté le tribunal entouré de sécurité. Les journalistes nous ont assaillis, criant des questions, se bousculant pour obtenir une photo, un commentaire, n'importe quoi. Robert m'a protégé de son corps alors que nous nous dirigions vers la voiture qui attendait. Je n'ai rien dit à la presse. Pas encore. Il y aurait du temps pour des déclarations publiques plus tard. Pour l'instant, je voulais juste respirer. Je voulais juste digérer le fait que j'étais enfin libre. De retour au manoir, Robert m'a conduite à la suite principale. Il m'avait acheté de nouveaux vêtements, tous à ma taille exacte, des robes élégantes, des chaussures confortables mais belles, tout ce dont une femme aurait besoin pour se sentir à nouveau humaine après des semaines d'humiliation. Il avait préparé un bain avec des sels aromatiques, des bougies, de la musique douce. « Repose-toi », m'a-t-il dit en m'embrassant sur le front. « Tu dois être prête pour ce soir. » Ce soir, la célébration d'Ethan, l'événement où il prévoyait de se vanter de sa victoire, de la fortune qu'il avait volée, de l'avenir brillant qu'il pensait l'attendre. Il n'avait aucune idée qu'à ce moment-là, des mandats d'arrêt à son nom étaient en cours de traitement, que des policiers se préparaient à les exécuter, que son monde parfait était sur le point de s'effondrer devant tout le monde. Robert avait arrangé les choses pour que les arrestations n'aient pas lieu avant la fin de l'événement. Il voulait qu'Ethan ait son moment de gloire imaginaire. Il voulait qu'il célèbre, qu'il trinque, qu'il se sente invincible, car la chute serait beaucoup plus dure de cette hauteur, et j'allais être là pour le voir. Je me suis plongé dans le bain, laissant l'eau chaude détendre des muscles que j'avais gardés tendus pendant trop longtemps. J'ai fermé les yeux et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé, à comment j'en étais arrivé là. Une femme de 70 ans qui avait tout perdu pour découvrir qu'elle avait plus de force qu'elle ne l'aurait jamais imaginé, plus de ressources, plus d'alliés, et un mari qui déplacerait ciel et terre pour la protéger. Après le bain, j'ai trouvé une robe posée sur le lit. Elle était élégante, mais pas tapa accent grave-l'œil, d'un bordeaux profond, à manches longues, tombant juste en dessous des genoux. Parfaite pour une femme de mon âge, sophistiquée sans chercher à paraître plus jeune que je ne l'étais. Elle était accompagnée d'un simple collier de perles et de chaussures à talons bas que je savais pouvoir porter pendant des heures sans douleur. Je me suis habillé lentement, en prenant mon temps. J'ai appliqué soigneusement du maquillage, couvrant les marques des dernières semaines, les cernes, la pâleur, les traces de stress qui avaient vieilli mon visage plus que n'importe quelle année civile n'aurait pu le faire. Quand j'ai eu fini, je me suis regardé dans le miroir et j'ai à peine reconnu la femme qui me regardait. C'était moi, mais transformé. Je n'étais plus la prisonnière brisée et humiliée. J'étais Cecilia Sterling, femme de l'un des hommes les plus puissants de l'État. Une femme qui avait fait face à la trahison et qui en était sortie, non seulement en survivant, mais prête au combat.
Robert est entré dans la pièce, déjà vêtu d'un costume impeccable. En me voyant, il s'est arrêté net. « Tu es magnifique », a-t-il dit, et il y avait un étonnement sincère dans sa voix. « Absolument magnifique. Je me sens comme une guerrière se préparant au combat, ai-je admis. »« Eh bien, » a souri Robert en m'offrant son bras, « c'est exactement ce que tu es. » Le club privé où Ethan avait organisé sa célébration se trouvait au cœur de la ville. C'était un lieu exclusif, l'un de ceux où il faut des relations justes pour obtenir une réservation. Bien sûr, Robert était un membre fondateur. Il avait investi dans l'endroit à son ouverture il y a 10 ans, ce qui signifiait que nous avions un accès complet. Pas de questions, pas de problème. Nous sommes arrivés juste au moment où l'événement battait son plein. Des voitures faisaient la queue à l'entrée, des voituriers s'affairaient. Des gens bien habillés allaient et venaient, riant, buvant du champagne avant même d'entrer dans le bâtiment. C'était le genre de scène qui criait le succès, l'argent, la célébration. Robert a demandé au chauffeur de se garer dans un endroit discret où nous pouvions voir l'entrée mais ne pas être facilement vus nous-mêmes. Il voulait savoir exactement qui était à l'intérieur avant de faire notre grande entrée. Il voulait le moment parfait. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» a demandé Robert en me prenant la main. « On peut encore partir. Laissez la police s'occuper de tout. Tu n'es pas obligé de l'affronter de cette façon. » J'ai regardé vers le bâtiment, vers les lumières vives, vers les rires que je pouvais entendre même d'ici. Quelque part là-dedans se trouvait Ethan, mon fils, l'enfant que j'avais porté, nourri, élevé, l'homme qui m'avait trahi de la manière la plus cruelle possible. « Je dois le faire », ai-je dit fermement. J'ai besoin qu'il me voie. J'ai besoin qu'il sache qu'il n'a pas gagné, qu'il n'allait jamais gagner. Robert a hoché la tête. Il savait qu'il n'y avait pas moyen de me faire changer d'avis. Il a sorti son téléphone et a envoyé un message rapide. Quelques secondes plus tard, il a reçu une réponse. « Maurice est à l'intérieur », a-t-il rapporté. Il dit qu'Ethan est au centre de tout, en train de se pavaner. Brittany est à ses côtés, portant une robe qui a probablement coûté ce que la plupart des gens gagnent en un mois. Ils servent du champagne à $500 la bouteille. Ton argent, bien sûr. Bien sûr. Mon argent payant pour leur fausse célébration. L'ironie était presque poétique. Il y a plus, a continué Robert en lisant un autre message. Ethan vient de faire une annonce. Il dit qu'il lance une nouvelle société d'investissement, qu'il a $2 millions de capital de départ et qu'il cherche des partenaires. Il essayait littéralement de recruter des investisseurs en utilisant ma fortune volée. $2 millions. Je n'avais même pas autant d'argent liquide. Il y avait des économies, des investissements, des propriétés, mais pas $2 millions en espèces, ce qui signifiait qu'il mentait encore, faisant des promesses qu'il ne pouvait pas tenir, trompant plus de gens, étendant sa toile de mensonges. Il est temps, ai-je dit, ouvrant la portière de la voiture avant qu'il ne puisse me faire changer d'avis. Robert est sorti de son côté et est venu à mes côtés, m'offrant son bras. Ensemble, nous nous sommes dirigés vers l'entrée. Le voiturier nous a immédiatement reconnus, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Monsieur Sterling, Madame Sterling, bonsoir. Nous ne savions pas que vous assistiez à cet événement. »« C'est une surprise, » a dit Robert avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous préférons que cela reste ainsi pour le moment. » Le voiturier a hoché la tête rapidement et nous a ouvert la porte. La musique nous a frappés en premier, suivi par le son des rires, des conversations qui se chevauchaient, du tintement des verres. La salle de bal était immense, décorée avec une élégance excessive. Des lumières pendaient du plafond, des tables couvertes de nappes blanches impeccables, un bar complet d'un côté et une piste de danse de l'autre. Et au centre de tout, entouré de gens, se trouvait Ethan. Mon fils avait l'air différent de la dernière fois que je l'avais vu au tribunal. Il portait un nouveau costume, clairement cher. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Il tenait un verre de champagne d'une main et gesticulait de manière animée de l'autre en racontant une histoire qui faisait rire ceux qui l'entouraient. Brittany était collée à son côté, comme toujours. Sa robe était rouge vif, moulante, avec un décolleté qui laissait peu de place à l'imagination. Des bijoux pendaient à son cou et à ses poignets, probablement aussi achetés avec mon argent. Elle souriait avec ce regard satisfait qu'elle avait perfectionné, le sourire de quelqu'un qui a obtenu exactement ce qu'il voulait. Nous sommes restés à l'entrée, observant. Personne ne nous avait encore remarqué. L'attention de tous était concentrée sur Ethan, sur sa célébration,
sur son moment de gloire. Maurice est apparu à nos côtés, émergeant de la foule. « Tout est prêt », a-t-il murmuré. La police est à l'extérieur, attendant le signal. Au moment où vous direz le mot, ils entreront et procéderont aux arrestations. Pas encore, ai-je répondu. Je veux qu'ils me voient d'abord. Robert m'a guidé plus loin dans la pièce. Certains invités ont commencé à remarquer notre présence. J'ai vu leurs expressions passer de la confusion à la reconnaissance, puis au choc absolu. Des chuchotements ont commencé à se répandre comme une traînée de poudre. Robert Sterling est ici, et la femme à côté de lui, la femme qui était censée être en prison, est aussi là. Le murmure s'est fait plus fort. Plus de gens se sont tournés pour nous regarder. Les conversations se sont arrêtées en plein milieu, et finalement, inévitablement, Ethan a senti le changement d'atmosphère. Il a cessé de parler et a regardé autour de lui, essayant de comprendre ce qui avait capté l'attention de tout le monde. Ses yeux ont croisé les miens à travers la pièce. J'ai vu le moment exact où son cerveau a traité ce qu'il voyait. J'ai vu la couleur quitter son visage. J'ai vu le verre de champagne presque tomber de sa main. J'ai vu sa bouche s'ouvrir en un petit O de choc et d'incrédulité. Brittany a suivi son regard, et quand elle m'a vu, son visage s'est transformé en un masque d'horreur pure. La musique jouait toujours, mais maintenant plus personne ne dansait. Tout le monde nous regardait, moi, debout à l'entrée dans ma robe élégante et ma contenance retrouvée, Robert à mes côtés avec sa présence imposante remplissant la pièce, et Ethan et Brittany au centre de tout, ayant l'air d'avoir vu un fantôme, car pour eux, c'était exactement ce que j'étais. Un fantôme du passé qu'ils avaient essayé d'enterrer, une femme qui était censée être enfermée, vaincue, détruite, et au lieu de cela, me voici, libre, puissante et accompagnée de l'homme le plus influent de l'État. Ethan a posé son verre sur la table la plus proche, les mains tremblantes. Brittany s'est accrochée à son bras, ses jointures blanches à force de serrer. Je les ai vus échanger des regards rapides, la panique grandissant sur leurs visages alors qu'ils essayaient de comprendre comment cela était possible, ce qui avait mal tourné, comment leur plan parfait avait échoué. J'ai commencé à marcher vers eux. Robert est resté à mes côtés, sa présence une promesse silencieuse de protection. Maurice a suivi à quelques pas. La foule s'est écartée à notre passage, créant un chemin direct vers le centre de la pièce, vers mon fils et sa femme. Les pas semblaient éternels. Chacun était une déclaration. Chacun disait, j'ai survécu. Chacun disait, vous n'avez pas gagné. Chacun disait, c'est à votre tour de tomber. Nous sommes finalement arrivés devant eux. Ethan a ouvert la bouche, a essayé de dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Brittany le regardait désespérément, comme si elle espérait qu'il arrangerait ça d'une manière ou d'une autre, qu'il trouverait les mots magiques qui feraient disparaître ce cauchemar. Le silence dans la pièce était maintenant absolu. Même la musique avait été arrêtée par quelqu'un. Tous les yeux étaient sur nous, attendant, se demandant ce qui allait suivre. « Bonjour, Ethan », ai-je finalement dit, ma voix calme, contrôlée, plus forte que je ne l'avais sentie depuis des années. Quelle belle célébration. Dommage qu'elle ne se terminera pas comme tu l'attendais. Ethan a finalement trouvé sa voix, bien qu'elle soit sortie tremblante et brisée. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu étais censé être en prison, ai-je terminé pour lui. Oui, je sais. J'étais censé être enfermé pendant 3 ans pendant que toi et ta charmante femme profitiez de mon argent, pendant que vous célébriez votre victoire, pendant que vous m'effaciez de vos vies comme si je n'avais jamais existé. Brittany a essayé de reprendre contenance. Elle a redressé ses épaules, a levé le menton, essayant de projeter cette fausse confiance qu'elle utilisait comme armure. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est un événement privé. Vous n'étiez pas invité. Vous devriez partir avant que nous n'appelions la sécurité. Robert a laissé échapper un rire court et sans humour. La sécurité? Essayez donc. Ce club m'appartient à 40%. La sécurité ici répond à mes ordres avant ceux de quiconque. Le visage de Brittany a encore pâli. Ses yeux allaient et venaient, cherchant une sortie, un moyen d'échapper à cette situation qu'elle n'avait clairement pas anticipée. « Qui diable êtes-vous » a exigé Ethan, regardant Robert avec un mélange de peur et de défi. « Qu'avez-vous à voir avec tout ça ?»« Je suis Robert Sterling, » a dit mon mari, et j'ai vu la reconnaissance frapper Ethan comme un coup de poing. « Et je suis le mari de votre mère. L'homme dont vous n'avez jamais pris la peine de vous renseigner.
L'homme dont l'existence vous aurait fait reconsidérer chacun de vos plans stupides. Les murmures dans la pièce se sont transformés en exclamations audibles. Tout le monde connaissait le nom de Robert Sterling. Tout le monde savait ce que cela signifiait. Et maintenant, tout le monde comprenait qu'Ethan Dawson avait commis la plus grosse erreur de sa vie en trahissant la femme de cet homme. Ce n'est pas possible, a murmuré Ethan, mais sa voix manquait de conviction. Vous n'êtes pas marié. Vous n'avez jamais rien dit sur le fait de recommencer après des années de veuvage. Tu as raison, je ne te l'ai pas dit, ai-je interrompu. Parce que tu me rendais à peine visite, Ethan. Parce que quand tu le faisais, tu ne venais que pour demander de l'argent. Parce que tu as cessé d'être mon fils bien avant de décider de m'envoyer en prison. Les larmes menaçaient de couler, mais je me suis forcé à les retenir. Pas ici, pas devant lui. J'avais déjà assez pleuré pour cet homme qui fut un jour mon bébé. Maurice s'est avancé, sortant son téléphone. M. Dawson, Madame Dawson, je dois vous informer que ce matin, lors d'une audience spéciale, toutes les charges contre Cecilia Dawson ont été abandonnées. Le juge Richard a émis des mandats d'arrêt contre vous deux et William Perry pour complot criminel, fraude, falsification et parjure. Brittany a suffoqué. Sa main a volé à sa gorge comme si elle ne pouvait plus respirer. Ethan a chancelé, devant s'agripper à la table derrière lui pour ne pas tomber. C'est ridicule, a-t-il haleté. Ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas de preuve de. Nous avons la confession complète de William Perry, a poursuivi Maurice, sa voix froide et professionnelle. Enregistrée en vidéo sous serment avec un notaire présent. Il a expliqué en détail comment vous l'avez engagé pour falsifier des documents financiers, comment vous avez créé des transactions inexistantes, comment vous avez tout manipulé pour incriminer une femme innocente. Il ment, a hurlé Brittany, son sang-froid s'effondrant enfin. Il nous accuse pour se sauver. Personne ne va croire la parole d'un comptable corrompu plutôt que la nôtre. Nous avons aussi une analyse judiciaire, a ajouté Maurice. Des experts ont examiné chaque document présenté lors du procès initial. Ils ont découvert des altérations numériques, des dates manipulées, des signatures falsifiées. Nous avons des preuves techniques qui ne peuvent être réfutées par des histoires commodes. Ethan a commencé à reculer, entraînant Brittany avec lui, ses yeux cherchant désespérément les sorties de la pièce. Mais Robert avait été méticuleux. Il y avait des gardes de sécurité bloquant chaque porte, discrets, mais impossibles à franchir. Et il y a plus, ai-je continué en faisant un pas de plus vers mon fils. Nous avons découvert les comptes bancaires que vous avez ouverts immédiatement après mon arrestation. Nous avons vu les virements programmés. Nous avons trouvé les emails avec l'agent immobilier concernant la vente de ma maison. Nous avons toutes les preuves qui montrent exactement ce que vous prévoyiez de faire une fois que j'étais hors de votre chemin. Nous avons aussi parlé à Tatiana, a ajouté Robert. La mère de Matthew, votre fils, Ethan, le petit-fils que vous avez caché à votre mère pendant des années. Elle nous a raconté comment Brittany a rempli la tête du garçon de mensonges sur Cecilia. Comment vous avez essayé d'empoisonner un enfant innocent contre sa propre grand-mère. C'était la goutte d'eau pour moi. Pensez à Matthew, cet enfant beau et innocent utilisé comme un pion dans le jeu cruel de Brittany m'a rempli d'une rage que je ne savais pas pouvoir ressentir. Comment as-tu pu, ai-je demandé à Ethan, ma voix se brisant enfin. Comment as-tu pu faire tout ça? Je suis ta mère. Je t'ai tout donné. J'ai tout sacrifié pour toi après la mort de ton père. J'ai fait 2 boulots pour que tu puisses aller dans une bonne école. Je suis resté éveillé toute la nuit quand tu étais malade. Je t'ai défendu quand personne d'autre ne le faisait. Et c'est comme ça que tu me rembourses, en détruisant ma vie pour de l'argent dont tu n'avais même pas désespérément besoin. Tu as toujours été contrôlante, a craché Ethan soudainement, sa peur se transformant en rage défensive. Toujours à vouloir tout savoir, tout contrôler. Tu ne m'as jamais laissé vivre ma propre vie. Cet argent m'appartenait de droit. Je suis ton seul fils. Il aurait dû être à moi depuis le début. Alors tu aurais dû le demander comme un adulte civilisé, a dit Robert, au lieu de conspirer comme un criminel lâche. Maurice a levé son téléphone et a tapé un message rapide. Quelques secondes plus tard, les portes de la salle de bal se sont ouvertes. Des policiers sont entrés, se déplaçant avec détermination vers le centre de la pièce, vers l'endroit où Ethan et Brittany étaient piégés. Ethan Dawson, Brittany Dawson, a annoncé l'un des officiers, vous êtes en état d'arrestation pour complot criminel, fraude, falsification et parjure.
Vous avez le droit de garder le silence. Le reste s'est perdu dans le chaos qui a éclaté. Brittany a commencé à crier, essayant de se dégager alors que l'officier tentait de lui passer les menottes. Ethan est simplement resté là, immobile, comme si son cerveau avait enfin accepté que c'était réel, qu'il n'y avait pas d'échappatoire, qu'il avait complètement perdu. Les invités ont regardé avec horreur et fascination. Certains ont sorti leur téléphone, enregistrant tout. Cela serait aux nouvelles dans quelques minutes, sur les réseaux sociaux partout. La chute publique et humiliante d'Ethan Dawson, l'homme qui avait essayé de détruire sa propre mère. Alors que les officiers les traînaient vers la sortie, Ethan m'a regardé une dernière fois. J'ai attendu de voir du remords. J'ai attendu de voir quelque chose qui indiquait que le fils que je connaissais était encore là quelque part. Mais tout ce que j'ai vu, c'est de la haine. De la haine pure et non diluée. Et à ce moment-là, j'ai compris que le fils que j'aimais était mort depuis longtemps. Que l'homme en face de moi était un étranger qui partageait mon sang, mais aucune de mes valeurs. Au revoir, Ethan, ai-je murmuré alors qu'il disparaissait par les portes. Les jours qui ont suivi l'arrestation ont été un tourbillon médiatique que je n'avais pas prévu. Mon visage était dans tous les journaux, à tous les journaux télévisés. L'histoire avait tous les éléments que la presse adore, trahison familiale, rebondissement dramatique, un méchant clair et une victime devenue victorieuse. Mais ce que les journalistes ne savaient pas, ce que personne ne savait encore, c'est que c'était loin d'être fini. 3 jours après l'arrestation d'Ethan et Brittany, Maurice est arrivé au manoir avec des nouvelles qui m'ont glacé le sang. Il avait découvert quelque chose en examinant d'autres documents, quelque chose qu'aucun de nous n'avait anticipé. Madame Sterling, a-t-il dit, son expression grave alors qu'il étalait des papiers sur la table de la salle à manger. Nous avons trouvé autre chose, quelque chose qui change complètement la situation. Robert et moi nous sommes penchés pour voir les documents. C'étaient des actes de propriété, des papiers juridiques pleins de jargon que je pouvais à peine comprendre. Mais il y avait un nom que j'ai immédiatement reconnu. Ma maison. La maison où j'avais vécu pendant 30 ans. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, sentant un nœud se former dans mon estomac. Ethan n'a pas seulement prévu de vendre votre maison après votre mise en prison, a expliqué Maurice. Il l'a déjà vendue. Enfin, techniquement, il l'a transférée au nom de Brittany. Il y a 2 semaines, avant le procès final, il a falsifié votre signature sur des documents de transfert de propriété. La maison ne vous appartient plus légalement. La pièce a semblé basculer. Robert a tenu mon bras, me stabilisant. Comment est-ce possible, a demandé Robert, sa voix dangereusement calme. Comment a-t-il pu transférer une propriété sans sa présence? Il a soudoyé une notaire corrompue, a répondu Maurice. La même qui a aidé avec les autres faux documents. Nous avons son nom, Ramona Perry, la sœur de William. Elle a authentifié la fausse signature, a daté les documents correctement, a fait en sorte que tout ait l'air complètement légal. Ma maison, ai-je murmuré, sentant les larmes me brûler les yeux. La maison où j'ai élevé Ethan, où mon mari est mort, où j'ai 30 ans de souvenirs. Il y a plus, a poursuivi Maurice, et son ton m'a dit que ce qui allait suivre serait pire. Brittany a déjà mis la maison en vente. Elle a un acheteur intéressé prêt à payer 800 000 $. La clôture est prévue dans une semaine. Ça ne peut pas être légal, a dit Robert. Elle est arrêtée. Elle ne peut pas conclure une transaction immobilière depuis la prison. Elle a payé sa caution ce matin, nous a informé Maurice. 500 000 $. Nous ne savons pas où elle a trouvé l'argent, mais elle est sortie il y a 3 heures. Ethan est toujours à l'intérieur car sa caution est plus élevée, 1 million de $, et apparemment ils n'ont pas accès à ce montant. Où Brittany a-t-elle trouvé un demi-million? Ai-je demandé. Je pensais qu'ils avaient gelé tous les comptes liés à l'affaire. Maurice a échangé un regard avec Robert avant de répondre. Nous pensons qu'elle a un complice que nous n'avons pas encore identifié. Quelqu'un avec des ressources importantes qui l'aide depuis l'ombre. Nous enquêtons, mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve concrète. L'idée qu'il y ait quelqu'un d'autre d'impliqué, quelqu'un qui aidait encore Brittany même après que tout ait été exposé, m'a rempli d'une peur que je n'avais pas ressentie même pendant le procès. Car s'il y avait quelqu'un d'autre, quelqu'un avec assez d'argent et de pouvoir pour payer une caution d'un demi-million sans une seconde pensée, alors c'était beaucoup plus gros que nous ne l'avions imaginé. Je dois récupérer ma maison, ai-je dit fermement. Ils ne peuvent pas la garder. Pas après tout le reste. Nous y travaillons déjà, m'a assuré Maurice.
Nous avons déposé une plainte d'urgence ce matin pour annuler le transfert de propriété pour cause de falsification, mais les procédures judiciaires prennent du temps. Et en attendant, Brittany est techniquement la propriétaire légale de la propriété. Elle peut la vendre avant que nous ne réussissions à l'arrêter. Alors nous l'arrêterons d'une autre manière, a dit Robert en sortant son téléphone. Si elle veut jouer salement, nous allons lui montrer ce que signifie vraiment jouer salement. J'ai passé les heures suivantes à écouter Robert passer des appels. Il a contacté des juges, des avocats, des enquêteurs privés, des gens dont le pouvoir et l'influence étaient évidents dans la manière dont il répondait immédiatement à ses demandes. C'était comme regarder un maître dans son élément, déplaçant des pièces sur un échiquier que je pouvais à peine comprendre. Ce soir-là, Maurice est revenu avec une équipe d'enquêteurs. Ils avaient suivi Brittany depuis sa libération sous caution, et ce qu'ils ont découvert était pire que tout ce que nous avions imaginé. Elle est allée directement chez elle, a rapporté l'un des enquêteurs, un homme nommé Frank, le même officier correctionnel qui avait passé l'appel initial à Robert. Mais elle n'était pas seule. Un homme l'attendait. Nous l'avons identifié comme étant Richard Reynolds, l'ex-mari de Tatiana. Le père de Matthew, l'homme qui a abandonné sa famille, a demandé Robert, sa voix remplie de dégoût. C'est lui le complice. Il semble qu'il ne soit jamais vraiment parti, a expliqué Frank. Nous avons suivi ses finances. Il a un compte offshore avec plus de 3 millions de dollars, de l'argent qu'il a apparemment gagné dans des affaires illégales au cours des 5 dernières années. Et il s'avère qu'il a rencontré Brittany il y a 2 ans, bien avant qu'elle n'épouse Ethan. Elle a vu une opportunité dans votre famille, a séduit Ethan spécifiquement pour se rapprocher de votre argent. La pièce est tombée dans le silence alors que nous digérions cette information. Brittany planifiait cela depuis des années. Elle avait rencontré Richard, avait vu une opportunité dans ma famille, avait séduit Ethan spécifiquement pour se rapprocher de mon argent. Tout avait été calculé, méticuleux, malveillant depuis le début. Alors Ethan était aussi une victime, ai-je murmuré, ressentant un étrange mélange de rage et de pitié pour mon fils. Elle l'a utilisé depuis le début. Ça ne l'excuse pas, a dit Robert fermement. Il a choisi de suivre le plan. Il a choisi de te trahir. Victime ou non, il doit payer pour ses actes. Il y a plus, a poursuivi Frank. Nous avons entendu une partie de leur conversation. Brittany et Richard prévoient de fuir le pays. Ils ont des billets achetés pour demain soir pour le Brésil. Ils prévoient de vendre la maison rapidement, de prendre l'argent et de disparaître avant que le système juridique ne puisse les atteindre. Pas si nous les arrêtons d'abord, a dit Robert. Frank, j'ai besoin que vous continuiez à les surveiller. Chaque mouvement, chaque appel, chaque personne à qui ils parlent. Maurice, préparez une ordonnance du tribunal pour bloquer toute vente de la propriété et contacter l'immigration. Je veux leur nom sur toutes les listes de surveillance de chaque aéroport, de chaque frontière. Ils ne quittent pas ce pays. L'opération a été mise en œuvre avec une efficacité qui m'a laissé stupéfaite. Robert avait des ressources que je n'avais jamais imaginées. Des gens à des postes clés qui lui devaient des faveurs, qui respectaient son nom, qui agiraient sans demander pourquoi. En quelques heures, nous avions une surveillance 24h24 sur ma maison, des ordonnances judiciaires en cours de traitement et des alertes à chaque point de sortie du pays. Mais je voulais plus. Il ne suffisait pas de les arrêter légalement. J'avais besoin de les affronter. J'avais besoin qu'ils sachent que je les avais découverts, que leur plan avait de nouveau échoué, qu'ils n'allaient jamais gagner. Je veux y aller, ai-je dit à Robert cette nuit-là. À ma maison. Je veux la voir une dernière fois avant que tout cela ne se termine. Robert m'a regardé avec inquiétude. C'est dangereux. Si Brittany sait que tu es là. Qu'elle le sache, ai-je interrompu. Je veux qu'elle le sache. Je veux la regarder dans les yeux et lui dire exactement ce que je pense d'elle, de tout ce qu'elle a fait, de la façon dont elle a détruit ma famille. Robert a soupiré, mais il a compris. Il connaissait ce besoin de conclusion, d'une confrontation finale. Alors nous irons ensemble, a-t-il dit, mais avec une sécurité totale. Je ne risquerai pas ta vie pour un moment de satisfaction. Marché conclu. Nous sommes arrivés à ma maison au crépuscule. L'endroit qui avait été ma maison pendant 30 ans avait l'air différent maintenant, presque étrange, comme s'il ne m'appartenait plus. Les lumières étaient allumées à l'intérieur, et je pouvais voir des ombres bouger derrière les rideaux. Brittany était à l'intérieur, probablement en train de faire ses valises, se préparant à son évasion planifiée.
Robert avait insisté pour amener la sécurité. 2 voitures avec des gardes nous suivaient à une distance de sécurité. Frank était dans l'une d'entre elles, surveillant chaque mouvement. Nous étions en communication constante avec Maurice, qui était prêt à intervenir légalement à tout moment. « Êtes-vous sûr de cela ?» a demandé Robert une dernière fois alors que nous approchions de la porte d'entrée. « On peut encore faire demi-tour. »« Je suis sûr », ai-je répondu, même si mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. J'ai utilisé ma clé, la même que j'avais utilisée pendant des décennies, me demandant si Brittany avait été assez négligente pour ne pas changer les serrures. La porte s'est ouverte avec un léger clic. Nous sommes entrés dans le hall, et l'odeur familière de ma maison m'a frappé avec une vague de nostalgie si forte que j'ai dû m'arrêter un instant pour reprendre mes esprits. Mais quelque chose n'allait pas, très mal. La maison était presque vide. Les meubles que j'avais achetés avec tant de soin au fil des ans, les photographies sur les murs, les souvenirs de toute une vie, tout avait disparu. Seules les plus grandes pièces restaient, celles qui seraient difficiles à déplacer rapidement. « Mon Dieu !» ai-je murmuré en entrant dans le salon. Ils ont tout pris. Tout ce qui a de la valeur. Robert a serré ma main, son visage durci par la rage. Nous avons continué, passant par des pièces qui avaient été systématiquement vidées. Ma chambre, où j'avais dormi à côté de mon défunt mari pendant des années, était complètement dépouillée. Ils avaient même pris les rideaux. Des voix venaient de la cuisine. L'une était certainement celle de Brittany. L'autre était masculine, profonde, probablement Richard Reynolds. Nous nous sommes approchés tranquillement, restant hors de vue en écoutant. « Êtes-vous sûr que l'acheteur va conclure demain ?» demandait Richard. « On ne peut pas risquer que ça soit retardé plus longtemps. » « Elle a confirmé ce matin » a répondu Brittany, sa voix pleine de satisfaction. 800 000 $ transférés directement sur mon compte offshore. D'ici demain à 7 heures, nous serons dans l'avion avec plus de 2 millions de dollars entre la maison et ce que nous avons pris sur les comptes de la vieille avant qu'il ne les gèle. « Et Ethan ?» a demandé Richard. « Tu ne penses pas qu'il va être un problème quand il découvrira que tu es parti sans lui ?» Brittany a laissé échapper un rire cruel qui m'a glacé le sang. Ethan était utile tant que j'en avais besoin, mais il était trop faible, trop émotif. Il a failli tout gâcher avec sa stupide culpabilité. Non, il vaut mieux le laisser derrière. Qu'il pourrisse en prison en pensant que sa femme l'a abandonné. Ce sera ce qu'il mérite pour être si pathétique. J'en avais assez entendu. Je suis entré dans la cuisine avec Robert juste derrière moi. Brittany se tenait près de la table, entourée de boîtes. Richard était de l'autre côté, un homme grand à l'expression dure qui m'a regardé avec surprise lorsque nous sommes apparus. « Bonjour, Brittany » ai-je dit, gardant ma voix ferme même si je tremblais à l'intérieur. Conversation intéressante. Le visage de Brittany est passé de la surprise à la terreur en un instant. Elle a laissé tomber la boîte qu'elle tenait, son contenu se dispersant sur le sol. J'ai reconnu les objets. Ma boîte à bijoux antiques, des photographies encadrées, de petites antiquités que j'avais collectionnées au fil des ans. « Comment êtes-vous entré ici ?» a-t-elle exigé, retrouvant partiellement son sang-froid. « C'est ma maison maintenant. »« Vous êtes en violation de domicile. »« Votre maison ?» ai-je répété, les mots sortant amèrement, sur la base de documents falsifiés et d'un notaire corrompu. « Pensiez-vous vraiment que vous alliez vous en tirer ?» Richard a fait un pas en avant, sa posture menaçante. Vous devriez partir maintenant avant que ça ne devienne moche. Robert s'est déplacé pour me bloquer partiellement, sa voix froide comme la glace. Je vous suggère de rester exactement où vous êtes, monsieur Reynolds. Nous avons du personnel de sécurité qui entoure cette maison, et ils attendent tous mon signal. Un faux mouvement, et cela se terminera très mal pour vous. Comme pour souligner le fait, Frank est apparu à la porte arrière de la cuisine, suivi de 2 gardes de sécurité. Richard a regardé autour de lui, calculant ses options, et a apparemment décidé qu'il n'en avait aucune. Nous avons aussi vos billets pour le Brésil, ai-je continué en sortant mon téléphone et en lui montrant l'écran avec la confirmation de leur vol, et vos comptes offshore. Les 3 millions de dollars que vous pensiez que personne ne pouvait suivre. Tout est en cours de gel en ce moment par ordonnance du tribunal. La couleur a quitté le visage de Brittany. Ses yeux se déplaçaient frénétiquement, cherchant une sortie qui n'existait pas. « Vous ne pouvez rien prouver de tout cela » a-t-elle dit faiblement. « Ce ne sont que des accusations sans preuve. »« Nous avons des enregistrements audio de votre conversation d'il y a 5 minutes, a dit Robert.
Ou vous avez admis avoir volé 2 millions de dollars et avoir prévu de fuir le pays. Ou vous avez admis avoir utilisé Ethan et avoir prévu de l'abandonner en prison. Je pense que cela compte comme une preuve suffisante. De plus, ai-je ajouté, sentant une sombre satisfaction grandir en moi, Ramona Perry, la notaire que vous avez soudoyée, a déjà tout avoué. Elle risquait de perdre sa licence et une éventuelle peine de prison, alors elle a décidé de coopérer pleinement. Nous avons des documents, des virements bancaires, des messages textes. Tout est documenté. Brittany s'est affalée sur une chaise, toute son arrogance s'évaporant. Pour la première fois depuis que je l'ai rencontrée, je l'ai vue telle qu'elle était vraiment, une escroc effrayée qui avait finalement été prise. Pourquoi? Ai-je demandé, ayant besoin de comprendre. Pourquoi avez-vous fait tout ça? Valait-il vraiment la peine de détruire une famille, de ruiner des vies, tout ça pour de l'argent? Brittany m'a regardé avec des yeux vides. Parce que les gens comme vous ont tout sans effort. Belle maison, argent économisé, respect. Tandis que le reste d'entre nous doit se battre pour chaque centime. J'ai vu une opportunité et je l'ai saisie. C'est tout. Non, ai-je dit fermement. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Des années de sacrifice, économisant chaque dollar, vivant modestement pour avoir une sécurité dans ma vieillesse. Vous vouliez juste voler ce que vous n'aviez pas gagné. Des sirènes ont commencé à retentir à l'extérieur. Maurice avait demandé une unité de police une fois que nous avons confirmé que nous avions suffisamment de preuves pour des arrestations supplémentaires. Des officiers sont entrés quelques instants plus tard avec des mandats d'arrêt mis à jour pour Brittany et un nouveau pour Richard pour complot et blanchiment d'argent. Alors qu'il leur passait les menottes, Brittany m'a regardé une dernière fois. Ethan te détestait vraiment, tu sais, a-t-elle craché avec venin. Je n'ai pas eu à le convaincre de grand-chose. Il voulait ton argent autant que moi. Ces mots faisaient mal, mais il n'avait plus le pouvoir de me détruire car je connaissais maintenant la vérité. Mon fils avait choisi cette voie, et il devrait vivre avec les conséquences. Au revoir, Brittany, ai-je dit alors qu'il la sortait de ma maison. J'espère que l'argent en valait la peine. Quand ils sont finalement partis, je suis resté dans ma cuisine vide, entouré des restes de ma vie pillée, et j'ai enfin laissé les larmes couler. Robert m'a serré dans ses bras, me tenant pendant que je pleurais pour tout ce que j'avais perdu, pour la famille que je n'aurais plus jamais, pour le fils que j'avais aimé et qui était maintenant perdu à jamais. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement car c'était enfin fini. Le cauchemar était enfin terminé. 6 mois plus tard, je me tenais dans le jardin de ma maison entièrement restaurée. Robert avait insisté pour engager les meilleurs restaurateurs, décorateurs et artisans pour redonner à ma maison sa gloire d'antan. Chaque meuble que Brittany avait volé avait été remplacé par quelque chose d'encore plus beau. Les murs avaient été repeints, les sols polis jusqu'à ce qu'ils brillent. C'était comme si la maison avait été purifiée de toute l'obscurité qui s'y était produite. Mais le plus important, c'était qui était avec moi dans ce jardin. Matthew courait entre les fleurs que j'avais plantées spécialement pour lui, son rire remplissant l'air d'une musique dont je ne savais pas à quel point j'avais besoin de l'entendre. Tatiana était assise sur une chaise de patio, regardant son fils avec un sourire paisible. Elle avait enfin trouvé la stabilité, un bon travail, et surtout, elle avait complètement retiré Matthew de l'influence toxique de son père. Car Richard Reynolds était en prison, condamné à 15 ans pour complot, fraude et blanchiment d'argent. Brittany purgeait 12 ans dans une prison fédérale. Tous ses biens confisqués. Tous ses comptes vidés pour payer des dédommagements. Et Ethan, mon fils, purgeait 8 ans pour son rôle dans la conspiration. Le juge avait été plus clément avec Ethan qu'avec les autres, reconnaissant qu'il avait été manipulé dans une certaine mesure par Brittany, mais il devait quand même payer pour ses actes, pour les signatures qu'il avait falsifiées, pour les documents qu'il avait sciemment présentés comme faux, pour avoir trahi sa propre mère de la manière la plus cruelle possible. J'avais essayé de lui rendre visite en prison une fois, 2 mois après sa condamnation. Je pensais que peut-être, après tout ce qui s'était passé, nous pourrions commencer une sorte de processus de guérison. Mais quand je suis arrivé au parloir et que j'ai vu son visage à travers la vitre, tout ce que j'ai trouvé, c'était de l'amertume et du ressentiment. « Tu es venu te vanter », m'avait-il dit par le téléphone du parloir. « Pour me montrer à quel point tu vas bien pendant que je pourris ici. » Je suis venu voir s'il restait encore quelque chose du fils que j'ai élevé, avais-je répondu calmement. Mais je vois qu'il n'y a plus rien. Ce fils est mort quand tu as décidé d'épouser ton millionnaire et de le garder secret, a-t-il craché. Si tu m'avais dit la vérité depuis le début,
rien de tout cela ne serait arrivé. Rien de tout cela ne serait arrivé si tu n'avais pas décidé de me voler et de m'envoyer en prison, les jeux corrigés. Tu as pris ces décisions, Ethan. Personne d'autre. Il n'a pas répondu. Il m'a juste regardé avec une haine pure. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'y avait pas de rédemption ici, pas de pardon mutuel ni de réconciliation. Mon fils avait disparu, remplacé par cet étranger amer qui blâmait tout le monde sauf lui-même. Je me suis levé pour partir, mais avant de raccrocher le téléphone, j'ai dit une dernière chose. Malgré tout, je te souhaite la paix, Ethan. J'espère qu'un jour tu trouveras un moyen de te pardonner, parce que je t'ai déjà pardonné. Non pas pour toi, mais pour moi, pour pouvoir avancer dans ma vie sans porter ce poids. Je n'ai pas attendu sa réponse. Je suis juste parti. Et je n'y suis plus retourné depuis. Mais aujourd'hui, dans ce jardin plein de vie et de lumière, avec mon petit-fils qui rit et ma nouvelle famille autour de moi, j'ai enfin senti que j'avais clos ce chapitre douloureux. Robert est sorti de la maison, portant un plateau avec de la limonade fraîche et des biscuits que nous avions préparés ensemble ce matin-là. « Mamie, regarde ce que j'ai trouvé !» a crié Matthew en courant vers moi avec une coccinelle dans sa petite main. « Je peux la garder ? » Les coccinelles doivent être libres, mon chéri, lui ai-je dit en m'agenouillant à sa hauteur. Mais tu peux la regarder un moment, puis la laisser partir pour qu'elle puisse retourner dans sa famille. Matthew a hoché la tête sérieusement, étudiant l'insecte avec fascination. Tatiana s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. « Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, a-t-elle dit doucement. Non seulement le soutien financier, bien que cela ait été incroyable, mais aussi pour avoir donné à Matthew une vraie grand-mère, quelqu'un qu'il aime inconditionnellement. Le plaisir est entièrement mien, ai-je répondu sincèrement. Matthew m'a donné un but que je ne savais pas avoir besoin. Robert s'est assis à côté de moi sur le banc du jardin, passant son bras autour de mes épaules. « À quoi penses-tu » a-t-il demandé. « À quel point la vie est étrange » ai-je dit. Il y a 6 mois, j'étais dans une salle de traitement, menotté, croyant que ma vie était finie, et maintenant je suis ici, entouré de gens qui m'aiment vraiment, dans une maison qui est vraiment la mienne, avec un avenir que je n'aurais jamais imaginé possible. Et avec un mari qui ferait n'importe quoi pour vous, a ajouté Robert avec un sourire. Oui, ai-je souri en retour. Avec un mari qui a déplacé ciel et terre pour me sauver. Frank Miller, l'officier correctionnel qui avait rendu tout cela possible, prospérait également. Robert avait tenu sa promesse. Frank et sa famille vivaient maintenant dans une belle maison à Sun Valley Hills, entièrement payée. Sa femme, Joanne, avait reçu le traitement médical dont elle avait besoin. Sa fille, Livia, avait trouvé un bon travail dans l'une des entreprises de Robert, et ses petits-enfants avaient leur propre chambre pour la première fois de leur vie. Frank venait nous rendre visite de temps en temps, toujours timide, toujours reconnaissant, n'arrivant toujours pas à croire pleinement qu'un simple acte de gentillesse avait transformé sa vie de cette façon. « J'ai juste passé un appel », disait-il toujours. « Tu as fait plus que ça, Frank », lui répondais-je. « Tu m'as donné de l'espoir quand je n'en avais plus, et ça n'a pas de prix. » Alors que le soleil commençait à se coucher sur le jardin, Matthew a finalement relâché sa coccinelle et a couru s'asseoir sur mes genoux. Robert a pris ma main. Tatiana a commencé à préparer le dîner dans la cuisine, et pour la première fois depuis ce qui semblait des décennies, j'ai ressenti quelque chose que j'avais oublié existait. Une paix totale. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée quand j'ai épousé Robert il y a 1 an. Ce n'était pas la famille que j'avais rêvé d'avoir quand Ethan était un bébé dans mes bras, mais c'était ma famille maintenant. Une famille construite non pas par le sang, mais par le choix, par la gentillesse, par l'amour sincère. Et en regardant ce jardin plein de vie, cette maison restaurée, ces gens qui m'avaient choisi autant que je les avais choisis, j'ai compris quelque chose de fondamental. Il n'est jamais trop tard pour recommencer. Il n'est jamais trop tard pour trouver le bonheur. Et il n'est jamais trop tard pour apprendre que la vraie famille, ce n'est pas qui partage votre sang, mais qui choisit de rester à vos côtés quand tout s'effondre. J'ai 70 ans. J'ai survécu au veuvage, à la trahison, à une incarcération injuste et à la perte de mon unique fils. Mais j'ai aussi retrouvé l'amour, rencontré mon petit-fils et bâti une vie digne d'être vécue. Et s'il y a une chose que j'ai apprise de tout cela, c'est que les femmes de mon âge, les femmes qui ont survécu à des décennies de vie, qui ont fait face à la perte, à la trahison et à la douleur, sont plus fortes que quiconque ne l'imagine. Nous méritons le respect. Nous méritons la dignité.
Et surtout, nous méritons la justice.